Bonjour et bienvenue dans mon antre. Je vous ai raconté il y a quelque temps, et pour être exact, le 13 février 2023 sur cette même chaîne, une nouvelle intitulée « La sonnette de Madame » de l'auteur dont le présent programme est consacré. Il s'agit d'une romancière, nouvelliste, poétesse et essayiste américaine. Première femme à obtenir en 1921 le prix Pulitzer de l'un de ses romans, Le temps de l'innocence. J'ai l'honneur de vous présenter Madame Edith Wharton, 1862-1937, née Newbold Jones. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous narrer l'une de ses nouvelles, Le Miroir. Mrs. Hatel n'était jamais parvenue à comprendre quel mal il pouvait y avoir à encourager un peu les gens lorsqu'ils en avaient besoin. Maintenant qu'elle ne travaillait plus, elle était installée dans son confortable fauteuil près du feu, ses mains musclées de masseuse, désormais enflées et impuissantes, posées sur ses genoux. Elle avait tout loisir de ressasser ce problème et d'y réfléchir, comme jamais auparavant. Mrs. Hatel était devenue invalide à tel point que, lorsque sa belle-fille, veuve, sortait pour la journée, sa petite-fille, Moira Hatel, devait lui tenir compagnie jusqu'à ce que la fille de cuisine ait fini de préparer le dîner froid et soit venue s'asseoir au salon. « Tu serais surprise, ma chérie, de voir à quel point les gens de la haute société se laissent aller au découragement dans leur grande maison, avec tous leurs domestiques, leur vaisselle en argent, et la sonnette toujours à portée de main s'il faut tisonner le feu, ou si le chien a soif. Et quelle serait l'utilité d'une masseuse si elle ne stimulait pas un peu leur esprit en même temps que leurs muscles, comme me disait souvent le docteur Wellbridge en me confiant un patient difficile. Et il me donnait toujours les plus difficiles, ajouta-t-elle avec fierté. Elle s'arrêta, consciente, car, même à présent, peu de choses lui échappaient, que Moira ne l'écoutait plus, mais acceptant cela avec résignation, comme elle acceptait la plupart des choses, maintenant que ses jours déclinaient lentement. Il fait beau cet après-midi, et elle s'impatiente probablement parce qu'un nouveau film vient de sortir, ou parce que ce garçon s'est arrangé pour rentrer plus tôt de New York, se dit-elle. Elle retomba dans son silence et suivit le fil de ses pensées. Mais bientôt, comme c'est fréquemment le cas chez les personnes âgées, elles refirent surface. Et j'espère que je suis une bonne catholique, comme je le disais au père Divote l'autre jour, et en paix avec le ciel, si jamais j'étais emporté brusquement. Mais, quoi qu'il arrive, je devrais courir le risque d'être puni pour le tort que j'ai fait à Mrs. Kingsland, car tant que je ne m'en serai pas repenti, il ne sert à rien d'en parler au père Divote, n'est-ce pas? Mrs. Hatel poussa un soupir sur son propre sort. Comme beaucoup de gens humbles de sa condition et de sa religion, elle pensait vaguement qu'un péché inavoué était pareil à un péché non commis pour ce qui était de ses conséquences. Cette conviction l'avait souvent aidée dans la tâche difficile qui consiste à réconcilier la doctrine et la pratique. Moira Hatel cessa de regarder avec apathie la rue vide
en ce dimanche après-midi, d'une banlieue du New Jersey, et ses yeux étonnés se tournèrent vers sa grand-mère. « Mrs. Kingsland, tu as fait du tort à Mrs. Kingsland. » Jusqu'ici, elle n'avait prêté qu'une oreille distraite au radotage de sa grand-mère. Les propos des personnes âgées lui faisaient l'effet d'un langage méritant à peine d'être appris. Cependant, ce n'était pas toujours le cas de ceux de Mrs. Ethel. Elle avait cessé de travailler chez les gens riches avant les premiers signes de la récession, mais sa mémoire tenace conservait l'image de l'époque luxueuse que la génération de sa petite-fille, appartenant pourtant à un monde plus ouvert, ne connaissait que par ouï-dire. Mrs. Ethel avait le don d'évoquer en quelques mots des scènes d'une opulence et d'une oisiveté à demi compréhensibles, comme un guide conduisant au crépuscule un étranger dans la galerie d'un palais et levant de temps à autre sa lampe devant un Rembrandt miroitant ou un Rubens chatoyant. Moira saisissait surtout ces visions éblouissantes lorsque sa grand-mère parlait de Mrs. Kingsland. Celle-ci avait toujours été plus qu'un nom pour les membres de la famille Ethel. Il savait, sans en connaître la raison, que c'était grâce à son aide que grand-mère Ethel avait pu acheter, des années auparavant, la petite maison de Montclair, avec son bout de jardin derrière, où, tant qu'avait duré la récession, elle avait tenu bon, grâce aux investissements heureux conseillés par le banquier, grand ami de Mrs. Kingsland. Elle avait tant d'amis, tous très haut placés, tu comprends? Souvent, elle me disait « Cora, tu te rends compte comme c'était gentil de m'appeler Cora. Cora, je vais acheter quelques actions de la Golden Flyer sur les conseils de Mr. Stoner. Mr. Stoner de la National Union Bank, vous savez. Il me les fait acquérir au prix d'émission, comme on dit. Et si vous voulez en profiter, ne vous gênez pas. Rien n'est trop bon pour vous, à mon avis. En l'occurrence, ces actions se sont maintenues à flot tout au long des années difficiles, et maintenant, je crois qu'elles suffiront à mes besoins, et que quand je ne serai plus, elles seront toujours là pour vous aider, vous, les enfants. » Ce jour-là, Moira Ethel entendit le nom vénéré avec un intérêt renouvelé. La phrase « le tort que j'ai fait à Mrs. Kingsland » avait résonné au milieu de son indifférence et suscité soudain sa curiosité. Que pouvait bien vouloir dire sa grand-mère en prétendant avoir fait du mal à la bienfaitrice dont elle ne se lassait jamais de rappeler les largesses? Moira pensait que sa grand-mère était une femme d'une grande bonté. Elle avait assurément été extrêmement généreuse avec ses enfants et ses petits-enfants, et il paraissait incroyable qu'elle puisse être rendue coupable d'une grave défaillance au cours de sa vie, sous la forme d'un préjudice envers Mrs. Kingsland. Il était vrai qu'elle semblait s'être réconciliée avec sa conscience, quelle que fût cette défaillance. Il était toutefois évident que la pensée de ne pas l'avoir confessée troublait sa tranquillité d'esprit. « Comment peux-tu dire que tu as fait du mal à une amie comme Mrs. Kingsland, mamie ?» Le regard de Mrs. Ethel s'aiguisa derrière ses lunettes, et elle posa les yeux sur le visage de la jeune fille avec une certaine méfiance. Mais elle parut se ressaisir tout de suite. « Je n'ai pas dit que je lui avais fait du mal. Je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Miséricorde, je n'aurais jamais levé le petit doigt pour lui faire du mal. Je voulais seulement l'aider. Mais quand on essaie d'aider trop les gens à la fois,
Le diable le remarque parfois. Tu comprends, ma chérie? De nos jours, il y a des limites à tout, y compris au bien. Moira eut un geste d'impatience. La philosophie de sa grand-mère ne l'intéressait pas. « D'accord, mais tu as dit que tu avais fait du tort, Mrs. Kingsland. » Le regard perçant de Mrs. Hatel parut se retirer derrière un nuage de vieillesse. Elle demeurait silencieuse, les mains lourdement posées l'une sur l'autre dans leur tragique inutilité. Elle reprit soudain. « Je me demande ce que tu aurais fait si tu étais entré ce matin-là dans sa chambre et que tu l'avais trouvé couché dans son grand lit ravissant, avec plus d'1 mètre de dentelle sur les draps, le visage noyé dans les oreillers, de telle manière que j'ai tout de suite compris qu'elle pleurait. Est-ce que tu aurais ouvert ton sac comme d'habitude et sorti la crème de coco, le talc, le vernis à ongles et tout le reste, en attendant, figé comme une statue, qu'elle se retourne vers toi? Ou est-ce que tu te serais approché d'elle pour l'aider à se tourner doucement, comme un bébé, et lui aurais dit « Allons, ma chère, je crois que vous pouvez confier à Cora Hatel ce qui ne va pas. » En tout cas, c'est ce que j'ai fait. Elle était là, le visage ruisselant de larmes, et ressemblait à une sainte martyre sur un autel. Quand je lui ai proposé « Allez, voyons, racontez-moi tout, ça vous aidera », elle a simplement dit en sanglotant « Rien ne peut plus jamais m'aider maintenant que je l'ai perdu. » Mais perdu quoi? Lui ai-je demandé en pensant tout d'abord à sa fille. Dieu me garde que j'avais pourtant entendu siffler dans les escaliers en montant. Mais elle m'a répondu « Ma beauté, Cora, je l'ai vue filer soudain par la porte ce matin. » Je dois avouer que ces mots m'ont fait rire et m'ont aussi mis un peu en colère. Je lui ai répondu « Mais votre beauté, c'est tout. Et moi qui croyais qu'il s'agissait de votre mari ou de votre fils ou fille, ou même de votre fortune. Si c'est seulement votre beauté, ne puis-je vous la rendre avec ces mains que voici? Mais qu'est-ce que vous racontez avec ce visage séraphique que vous levez vers moi? » Voilà ce que je lui ai dit, parce qu'elle m'irritait comme si elle blasphémait. Et alors, c'était vrai? Interrompit Moira, à la fois impatiente et curieuse. Vrai? Qu'elle avait perdu sa beauté? Mrs. Hatel réfléchit un instant. Tu sais, parfois, quand on fait une reprise délicate, assise devant la fenêtre l'après-midi en plein jour, l'aiguille a l'air de trouver toute seule son chemin et l'instant suivant, on se dit « Est-ce que ce sont mes yeux ?» Car tout semble se brouiller et bientôt on se rend compte que le jour faiblit, se retire à pas de loup de l'endroit où l'on se tient, alors qu'au-dessus il y a encore plein de lumière. Eh bien, c'est comme ça que... Moira n'avait jamais fait de reprise délicate, ni écarquillé les yeux dans la lumière déclinante, et elle intervint de nouveau plus impatiemment. « Bon, mais qu'a-t-elle fait ?» Mrs. Hatel réfléchit de nouveau. « Eh bien, elle m'a demandé de lui dire tous les matins que ce n'était pas vrai. Chaque jour, elle me croyait un peu moins. Elle demandait la même chose à tout le monde dans la maison, à commencer par son mari, le pauvre homme, lui qui était si déconcerté dès qu'on lui posait une question sur un sujet autre que son travail, son club ou ses chevaux,
et qui n'avait jamais remarqué le moindre changement chez elle depuis le jour où il l'avait épousée et emmenée chez lui, 20 ans auparavant peut-être. Mais là, rien de ce qu'il aurait pu dire, s'il avait eu la présence d'esprit de le dire, n'aurait pu changer quoi que ce soit. Du jour où elle aperçut la première petite ride autour de ses yeux, elle s'est considérée comme une vieille femme en cette pensée ne l'a jamais quittée plus de quelques minutes. Oh, quand elle était en grande toilette, quand elle riait et recevait, je ne dis pas qu'elle ne retrouvait pas foi en sa beauté, et que celle-ci ne lui montait pas à la tête comme le champagne, mais cela c'est plus vite que l'effet du champagne. Je l'ai vue monter les escaliers en courant avec l'agilité d'une jeune fille et, avant même de s'être débarrassée de ses beaux vêtements, s'asseoir n'importe comment devant l'un de ces grands miroirs. Il y avait des miroirs partout dans sa chambre, et regarder fixement son visage jusqu'à ce que les larmes roulent sur la poudre de ses joues. Oh, je suppose que c'est toujours horrible de vieillir, dit Moira, avec un regain d'indifférence. Mrs. Ethel sourit en songeant au passé. Comment pourrais-je dire cela, moi, dont la vieillesse a été rendue si paisible grâce à sa bonté à mon égard? Moira se leva en haussant les épaules. Pourtant, tu dis que tu as mal agi envers elle. Comment veux-tu que je comprenne? Sa grand-mère ne répondit pas. Elle ferma les yeux et inclina la tête sur le petit coussin posé derrière sa nuque. Ses lèvres semblaient s'agiter en un murmure, mais aucun mot ne sortait. Moira pensa qu'elle était probablement en train de s'endormir et qu'à son réveil, elle ne se rappelait pas ce qu'elle avait été sur le point de révéler. Ce n'est même pas très drôle de rester assise ici, si tu n'es même pas capable de rester réveillée assez longtemps pour me parler de Mrs. Kingsland, grommela-t-elle. Mrs. Ethel se réveilla en sursaut. Bon, commença-t-elle. Tu sais ce qui est arrivé pendant la guerre? Je veux dire, comment les belles dames, et les pauvres mal vêtues aussi, se sont mises à courir chez les médiums et les voyants, peu importe le nom que leur donnaient les gens chics. Les femmes voulaient des nouvelles de leur mari, et on les leur faisait payer assez cher. Oh, ces histoires que j'entendais! Et ils ne se faisaient pas payer qu'en argent. Il y avait quantité d'escrocs et de maîtres chanteurs qui en profitaient, bien sûr. J'aurais fait plus confiance à une bohémienne à la foire, mais les femmes ne pouvaient pas s'empêcher d'aller les trouver. Eh bien, ma petite, j'ai toujours eu des intuitions dès le berceau, en quelque sorte. Je ne veux pas parler de lire dans les feuilles de thé, ou de tirer les cartes, ça, c'est de la blague. Non, non, je veux parler des choses qu'on sent autour de soi, derrière soi, qui chuchotent des mots à l'oreille. Un jour, au crépuscule, sur les collines du Connemara, ma mère a vu des lutins, et elle m'a dit qu'ils sentaient bon et fort. Eh bien, plus j'allais d'une grande maison à une autre pour faire mes massages et mes soins du visage, plus j'avais pitié de ces pauvres malheureuses auxquelles des charlatans soi-disant devins extorquaient beaucoup d'argent en échange d'un paquet de mensonges. Un jour, je n'ai pas pu le supporter plus longtemps et, tout en sachant que l'Église s'y opposait, à la vue d'une dame qui devenait presque folle parce que, depuis des mois, elle n'avait pas de nouvelles de son fils au front,
Je lui ai dit, si vous venez chez moi demain, j'aurai peut-être un message pour vous. Le plus étonnant, c'est que j'en avais un. Cette nuit-là, j'ai rêvé qu'un message arrivait, lui apportant de bonnes nouvelles, et le lendemain, effectivement, elle a reçu un câble lui apprenant que son fils s'était échappé d'un camp allemand. Après cela, les dames ont commencé à venir en masse vraiment. Tu es trop jeune pour t'en souvenir, ma petite, mais ta mère pourrait te le dire. Pourtant, elle ne fera pas, parce que, au bout d'un moment, le prêtre a eu vent de la chose, il m'a fallu arrêter, et donc, elle ne veut même plus en parler. Mais j'ai toujours dit, comment aurais-je pu l'éviter? Car, à cette époque, je voyais et j'entendais réellement des choses. Bien sûr, les dames n'étaient censées venir que pour les soins du visage, et était-ce ma faute si j'entendais des messages destinés à ces malheureuses, ou si je voyais les choses qu'elles souhaitaient que je voie? Cela n'a plus d'importance à présent, car j'ai tout réglé avec le père d'Yvota il y a des années, et personne ne vient plus me voir, comme tu peux le constater toi-même. Tout ce que je demande, c'est qu'on me laisse tranquille dans mon fauteuil. Mais avec Mrs. Kingsland, eh bien, ce n'était pas pareil. D'abord, c'était la cliente que je préférais. Elle était capable de tout faire pour les autres, si seulement on réussissait à l'empêcher de ne penser qu'à elle un instant, et pour une dame riche, c'est beaucoup demandé. Tu comprends? L'argent leur fait une cuirasse pratiquement sans défaut. Cependant, Mrs. Kingsland avait une nature aimante, si seulement quelqu'un lui avait montré comment aimer. Mon Dieu, comme elle aurait été surprise si on lui avait dit. Elle qui croyait qu'elle baignait dans l'amour. Dès que les rides ont commencé à se dessiner autour de ses yeux, elle a cessé d'y croire. Il lui fallait sans cesse trouver des gens nouveaux pour lui dire qu'elle était toujours aussi belle. Elle les usait en leur demandant continuellement « Ne trouvez-vous pas que je commence à me faner un peu ?» Jusqu'à ce qu'à la longue, ils fussent de moins en moins nombreux à venir chez elle. Autant qu'une pauvre masseuse comme moi pouvait en juger, je n'aimais pas beaucoup l'allure de ceux qui venaient encore, et Mrs. Kingsland ne les appréciait pas non plus. Pourtant, il y avait les enfants, me diras-tu, c'est vrai, et elle aimait ses enfants d'une certaine manière, mais pas à leur manière à eux. La fille, qui était l'aînée de plusieurs années, ressemblait à son père. Elle avait un visage quelconque et parlait sans affection de chiens, de chevaux et de sport. Avec sa mère, elle était froide et farouche. Sa mère avait la même attitude à son égard. Petit, le garçon était fragile. Elle pouvait donc le câliner et l'habiller de culottes de velours noir, comme le petit garçon du livre, le petit lord quelque chose. Mais quand ses jambes ont commencé à s'allonger et qu'on l'a envoyé à l'école, elle a dit qu'il n'était plus son petit garçon chéri. Ça agace un garçon qui grandit d'entendre parler de lui en ces termes. Bien sûr, elle avait encore des amis sincères. C'étaient pour la plupart des dames d'âge mûr, de son âge, car elle avait atteint un certain âge. Le changement avait fini par se produire, qui passait souvent la voir pour bavarder un peu. Mais, Seigneur,
Elle n'était pas d'un grand secours, car ce dont elle avait besoin, dont elle ne pouvait pas se passer, c'était du regard des hommes rendus muets par sa beauté. C'était bien ce qu'elle ne pouvait plus obtenir, sauf si elle payait pour. Et encore. Car vois-tu, elle était trop vive et trop intelligente pour se laisser longtemps mener en bateau par leur genre d'hommes qui essayaient de tirer parti d'elle. Elle riait tellement des femmes âgées à double menton qui faisaient le tour des boîtes de nuit avec leur petite amie. Elle se moquait des vieilles dames amoureuses, et pourtant, elle ne supportait pas de ne plus voir prétendre à l'amour, tout en sachant qu'elle était, elle aussi, en train de devenir une vieille dame. Bon, je me souviens qu'un jour, une autre de mes clientes, qui n'avait jamais eu beaucoup d'allure en dehors des vêtements qu'on achète sur la 5e avenue, riait devant moi de Mrs. Kingsland, de sa peur de vieillir et de sa soif d'admirateur. En l'écoutant, je me suis dit soudain, allons, ni elle ni moi ne savons rien des souffrances d'une femme superbe qui perd sa beauté. Pour nous deux, comme pour des milliers d'autres, vieillir signifie passer d'une pièce claire et chaude à une autre un peu moins claire et un peu moins chaude. Pour une beauté comme Mrs. Kingsland, c'est comme d'être chassé d'une salle de bal illuminée, pleine de fleurs et de lustres, et de se retrouver dehors dans la nuit d'hiver et la neige. Il m'a fallu ravaler mes mots pour ne pas les prononcer devant ma cliente. Mrs. Kingsland a retrouvé un peu de gaieté quand son fils a été assez grand pour entrer au collège. De temps à autre, elle allait le voir et il rentrait à la maison pour les vacances. Il l'emmenait déjeuner dehors ou danser dans un cabaret quand les maîtres d'hôtel la prenaient pour son amie. Elle en parlait une semaine entière. Mais un jour, un portier a dit « Vous avez intérêt à vous dépêcher, monsieur. Il y a votre mère qui vous attend là-bas, et elle a l'air complètement crevée. » Après cela, elle n'est plus sortie aussi souvent avec lui. Pendant un certain temps, elle se consolait un peu en me racontant ses conquêtes de jeunesse. Je l'écoutais avec patience, sachant qu'il valait mieux qu'elle m'en parlât à moi plutôt qu'aux flatteurs qui commençaient à l'entourer. Ne crois pas, toutefois, que c'était une méchante femme. Elle se montrait gentille avec son mari et ses enfants, mais ils avaient de moins en moins d'importance à ses yeux. Ce dont elle avait besoin, c'était d'un miroir où se regarder, et quand les gens de sa famille lui prêtaient suffisamment d'attention pour lui servir de miroir, ce qui n'arrivait pas souvent, elle n'aimait guère l'image qu'elle découvrait. Je crois que ça a été la pire période de sa vie. Elle a perdu une dent, a commencé à se teindre les cheveux, s'est isolée pour se faire un lifting, a pris peur et est revenue comme un fantôme avec une poche sous l'œil, là où on avait commencé le traitement. Je commençais vraiment à me faire de soucis pour elle à cette époque. Elle est devenue revêche et amère avec tout le monde, et j'étais, semble-t-il, la seule personne à qui elle pouvait parler. Elle me retenait auprès d'elle pendant des heures, me payant toujours les rendez-vous qu'elle me faisait manquer et répétant sans arrêt la même chose. Elle me racontait que lorsqu'elle était jeune et entrait dans une salle de bal, un restaurant ou un théâtre, tout le monde arrêtait ses occupations et se retournait pour la regarder. Même les acteurs sur scène, disait-elle, et c'était sans doute vrai. Mais c'était le passé.
Et que pouvais-je lui répondre? Elle avait déjà entendu tout cela bien assez souvent. Mais des gens dont je n'aimais pas l'allure rôdaient dans les parages, tu comprends? Des gens qui profitent des femmes sans défense qui n'acceptent pas de vieillir. Un jour, elle me montre une lettre d'amour. Elle me dit qu'elle ne connaît pas l'homme qui la lui a envoyé, mais qu'elle a entendu parler de lui. C'était un soi-disant comte, un étranger. Il avait eu des aventures, des ennuis dans son pays, je crois. Elle rit et déchire la lettre. Il lui envoie une autre que j'aperçois aussi, mais je ne la vois pas la déchirer. « Oh, je sais bien ce qu'il cherche, dit-elle. Ce genre d'homme est toujours à l'affût d'une vieille femme stupide qui a de l'argent. » Elle poursuit. « Oh, ce n'était pas comme ça autrefois. Je me rappelle qu'un jour, j'étais entré chez un fleuriste pour acheter des violettes et qu'il y avait un jeune homme. Il était peut-être un peu plus jeune que moi, mais j'avais encore l'air d'une jeune fille. Quand il m'a vu, il s'est arrêté net de parler au fleuriste et son visage est devenu si pâle que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. J'ai acheté mes violettes et, tandis que je sortais, l'une d'elles est tombée du bouquet. Je l'ai vu se baisser pour la ramasser et la cacher comme s'il avait volé quelque chose. » Elle continue. « Eh bien, quelques jours plus tard, je l'ai rencontré à un dîner et il s'est avéré que c'était le fils d'une de mes amies, plus vieille que moi, qui s'était mariée à l'étranger. Il avait été élevé en Angleterre et venait d'arriver à New York pour y travailler. Elle s'étend, les yeux fermés, et un sourire paisible sur son pauvre visage tourmenté. Je ne m'en suis pas rendu compte à l'époque, mais je crois que c'est la seule fois où j'ai jamais été amoureuse. Pendant un moment, elle ne dit rien de plus, et je vois les larmes rouler sur ses joues. « Racontez-moi tout. Allez-y, ma pauvre, dis-je, car je pensais que ça valait mieux pour elle que de danser le fandango avec ce conte mielleux dont elle n'avait pas déchiré la lettre. »« Il y a si peu à raconter, dit-elle. Nous ne nous sommes rencontrés que 4 ou 5 fois, puis Harry a péri dans le naufrage du Titanic. »« Miséricorde, et ça s'est passé il y a tant d'années ?» demandai-je. « Les années ne changent rien, Cora. Je sais, d'après la manière dont il me regardait, que personne ne m'a jamais adoré comme lui, répondit-elle. « Vous a-t-il avoué son amour ?» demandai-je pour lui faire plaisir, tout en me sentant un peu coupable envers son mari. « Certaines choses n'ont pas besoin d'être dites, répondit-elle avec le sourire d'une jeune mariée. Si seulement il n'était pas mort, Cora. C'est le chagrin que j'en ai eu qui m'a fait vieillir avant l'âge. Avant l'âge, et dire qu'elle avait largement dépassé 50 ans. Bon, 1 ou 2 jours après cela, je reçois un choc. Au moment où je vais entrer chez Mrs. Kingsland, je vois sortir une femme que je reconnaîtrais entre 1000 si je devais la rencontrer en enfer. Ce qui m'arriva, je le sais, si je ne fais pas attention où je mets les pieds. Tu vois, Moira, il y a des années que j'ai cessé de m'intéresser aux boules de cristal, aux tables tournantes et à ce que l'Église interdit. Mais j'y étais mêlé un certain temps, jusqu'à ce que le père Devote m'intime l'ordre d'arrêter, et je connaissais, au moins de vue, la plupart des grands médiums et de leurs rabatteurs.
Cette femme sur le pas de la porte était une rabatteuse, l'une des pires et des plus connues de New York. Je connaissais des gens qu'elle avait exploités jusqu'au dernier sou, en leur vendant les nouvelles qu'ils voulaient entendre, comme si elle leur avait procuré une drogue défendue. Tout d'un coup, je me suis rappelé avoir entendu dire qu'elle entretenait un compte étranger qui lui prenait jusqu'à son dernier sou, et je suis rentré chez moi en hâte pour réfléchir. Je comprenais trop bien ce qui allait se passer. Soit elle allait persuader ma pauvre cliente que le comte était rendu fou par sa beauté, et elle aurait ainsi prise sur Mrs. Kingsland, soit, et c'était pire, elle la ferait parler et apprendrait l'histoire du pauvre jeune homme nommé Harry, qui s'était noyé, et lui apporterait des messages de sa part. Cela pourrait durer très longtemps et rapporter plus d'argent que le comte. Bon, Moira, est-ce que je pouvais empêcher cela? J'avais tellement pitié d'elle, tu comprends. J'y voyais bien qu'elle était malade et qu'elle dépérissait, que sa volonté s'affaiblissait. Si je voulais la protéger de ces bandits, il me fallait agir tout de suite et m'occuper de ma conscience plus tard, si je le pouvais. Je crois que je n'ai jamais autant réfléchi que cette nuit-là. En effet, qu'est-ce que j'étais sur le point de faire? Quelque chose qui allait à l'encontre de l'Église et de mes propres principes, et si jamais tu étais démasqué, c'en était fait de moi, de la réputation que j'avais depuis 30 ans d'être la meilleure masseuse de New York, la plus honnête et la plus respectable. Bon, et que se passera-t-il, me dis-je, si cette femme met le grappin sur Mrs. Kingsland? Eh bien, quoi qu'il arrive, elle la saignera à blanc, puis l'abandonnera sans aide ni réconfort. J'avais connu des maisons où ça s'était produit, et je ne voulais pas que cette pauvre femme en soit victime. Ce que je cherchais, c'était à lui redonner confiance en elle-même, pour qu'elle montre plus de gentillesse envers les autres. Et le lendemain, j'avais préparé mon plan et commencé à l'exécuter. Cela n'avait rien de facile, et je m'étonne parfois de mon courage. J'avais conclu que l'autre femme devrait utiliser le filon du jeune homme qui s'était noyé, car j'étais pratiquement certaine qu'à la dernière minute, Mrs. Kingsland se déroberait devant le comte. Alors, je m'étais dit que je devais utiliser le même filon. Mais comment? Tu vois, ma petite, ces gens-là, quand ils se parlent ou s'écrivent, ils emploient des grands mots qui ne nous sont pas familiers. Si je commençais à lui apporter des messages, j'avais peur de ne pas choisir les mots qu'il fallait et qu'elle se doute de quelque chose. Je savais que je pourrais m'en tirer pendant un jour ou deux, mais ensuite, j'en étais moins sûr. Pourtant, il n'y avait pas de temps à perdre et, en allant chez elle le lendemain matin, je lui ai dit « Il m'est arrivé quelque chose de bizarre la nuit dernière. Je crois que c'est à cause de la façon dont vous m'avez parlé de ce monsieur. Vous savez bien, celui du Titanic. Vous me l'avez fait voir aussi nettement que s'il avait été dans la pièce. » En entendant ces mots, elle s'assoit dans son lit, ses grands yeux me transperçant de leur regard. « Oh, Cora, peut-être y est-il réellement? Oh, racontez-moi vite ce qui s'est passé. » Eh bien, la nuit dernière, j'étais couché dans mon lit quand j'ai reçu quelque chose émanant de lui. J'ai tout de suite compris que ça venait de lui. C'était un mot qu'il me demandait de vous apporter. Elle se met à pleurer si fort qu'il me faut attendre qu'elle puisse à nouveau m'écouter. Quand je reprends, elle se cramponne à moi, buvant mes paroles comme si j'étais son sauveur. La pauvre femme. Le message que j'avais trouvé pour le premier jour était assez simple.
Je lui explique qu'il m'a demandé de lui dire qu'il l'a toujours aimée. Elle avale mes paroles comme du miel et reste là à les savourer. Mais au bout d'un moment, elle lève la tête. « Alors, pourquoi ne me l'a-t-il pas dit ?» demande-t-elle. « Ah, il faudra que j'essaye de le rejoindre de nouveau pour le lui demander, » je réponds. Ce jour-là, elle me poussa littéralement à abandonner mes autres tâches, de peur que je n'arrive en retard chez moi et que je ne sois trop fatigué pour l'entendre s'il revenait. « Et il reviendra, Cora, je le sais. Il faut que vous soyez prête et que vous écriviez tout ce qu'il dit. Je veux que vous écriviez chaque mot dès qu'il le prononce, de peur d'en oublier un seul. » Bon, c'était une nouvelle difficulté. Écrire n'a jamais été mon point fort. Et quant à trouver les mots qu'aurait employés un jeune monsieur amoureux qui avait péri à bord du Titanic, on aurait tout aussi bien pu me demander d'écrire un dictionnaire chinois. Non que je fusse incapable d'imaginer ce qu'il aurait pu ressentir, mais je n'avais pas la moindre idée de la manière dont il l'aurait exprimé. Comme dit le père Divaut, c'est merveilleux comme la Providence semble parfois écouter derrière la porte. En rentrant chez moi ce soir-là, je trouve un message d'une cliente me demandant d'aller voir un pauvre jeune homme qu'elle avait aidé quand elle était plus riche. Je crois qu'il avait été le précepteur de ses enfants. Il était au bout du rouleau et se mourait dans un misérable meublé près d'ici, à Montclair. Bon, j'y vais et je comprends tout de suite pourquoi il n'a pas conservé son travail ni aucun autre. Le pauvre garçon, c'était à cause de la boisson et il était en train de mourir. C'était une histoire plutôt triste, mais une petite partie seulement, un rapport avec ce que je raconte. Il avait reçu une excellente éducation et il était vif comme l'éclair. Je n'ai pas encore terminé mes explications qu'il me montre quoi dire et écrit le message à ma place. Je m'en souviens encore. Il était tellement aveuglé par votre beauté qu'il ne pouvait pas parler. Et lorsqu'il vous vit la fois suivante, au cours de ce dîner, les épaules dénudées et parées de perles, vous lui avez semblé encore plus lointaine. Il a erré dans les rues jusqu'au matin, puis il est rentré chez lui et vous a écrit une lettre, mais il n'a jamais osé vous l'envoyer. Cette fois, Mrs. Kingston boit ses phrases comme du champagne. Aveuglé par sa beauté, rendu muet d'amour. Oh, mais c'est ce qu'elle désire tellement entendre depuis des années. Simplement, après un si beau début, il lui en faut davantage, toujours davantage, et cela ne me facilite pas la tâche. Heureusement que le jeune homme m'aide. Il y prend autant d'intérêt que moi et s'impatiente les jours où je ne viens pas. Mais, Seigneur, les questions qu'elle pose, demandez-lui s'il est vrai que je lui ai coupé le souffle à ce premier dîner de vous décrire la robe que je portais. On doit se souvenir de ce genre de choses, même dans l'autre monde, vous ne croyez pas? Et vous avez dit qu'il avait remarqué mes perles. Par chance, elle m'avait si souvent décrit cette robe que je n'ai eu aucun mal à expliquer au jeune homme ce qu'il fallait dire. Et ça a continué comme ça, d'une manière ou d'une autre. Je trouvais chaque fois une réponse qui lui faisait plaisir. Mais un jour, que Harry lui avait envoyé un message particulièrement charmant de l'au-delà,
comme on dit chez ces gens-là. Elle a fondu en larmes en s'écriant « Oh, pourquoi ne m'a-t-il jamais rien dit de semblable lorsque nous étions ensemble ?» Ah là, c'était une colle, comme on dit. Je n'arrivais pas à trouver de raison. Bien sûr, je savais que, de toute manière, tout cela était mal et immoral, mais, pauvre femme, je ne vois pas à qui cela pouvait faire du tort de favoriser les relations amoureuses entre une femme malade et un fantôme. De plus, j'avais pris la précaution de dire une neuvaine pour que le père Divot ne me démasque pas. Bon, j'explique au pauvre jeune homme ce qu'elle veut savoir et il répond « Oh, vous pouvez lui dire qu'une influence maléfique s'est glissée entre eux. Quelqu'un était jaloux et a manœuvré contre lui. Tenez, donnez-moi un crayon, je vais vous l'écrire. » Et il tend une main fiévreuse et tremblante vers le papier. En entendant ce message, son visage s'enflamme littéralement de joie. Je l'ai toujours su. Elle me saute au cou et m'embrasse. « Cora, répétez-moi ce qu'il a dit de mon allure la première fois qu'il m'a vu. » Je lui réponds « Eh bien, vous devriez avoir la même allure qu'aujourd'hui, car votre visage semble rajeuni de 20 ans. » Et c'était vrai. Ce qui m'a aidé à continuer, c'est qu'elle était devenue beaucoup plus aimable et plus calme. Elle montrait moins d'impatience envers les domestiques, plus de compréhension à l'égard de sa fille et de Mrs. Kingsland. L'atmosphère de la maison avait changé. Elle disait parfois « Cora, il doit y avoir deux pauvres gens en difficulté qui n'ont personne pour leur tendre la main. Je veux que vous m'en parliez chaque fois que vous rencontrez quelqu'un dans cette situation. » Ah, c'est comme ça que j'ai veillé à ce que le pauvre jeune homme soit bien soigné et réconforté par quelques petites friandises. Et tu ne me feras jamais croire qu'il y avait du mal à cela, ou à ce que Mrs. Kingsland m'aidât à refaire le toit de cette maison. Pourtant, un jour, en entrant, je la trouve assise dans son lit, 2 taches rouges sur ses joues maigres. La paix avait déserté son pauvre visage. « Allons, Mrs. Kingsland, voyons, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je voyais bien ce qui s'était passé. Quelqu'un avait ébranlé sa croyance au spiritisme, peu importe le nom qu'on lui donne, et elle avait tant pleuré qu'elle avait la fièvre et pensait que j'avais inventé tout ce que je lui avais raconté. « De toute manière, qu'est-ce qui me prouve que vous êtes médium ?» me lance-t-elle avec un regard furieux et pitoyable. « Et que vous ne profitez pas de moi tous les matins avec toutes ces histoires. » Bon, le plus drôle, c'est que ces paroles m'ont blessé. Non parce que j'avais peur d'être démasqué, mais parce que, Seigneur, j'en étais arrivé en quelque sorte à croire à ce jeune Harry et à la cour qu'il faisait à Mrs. Kingsland. Cela me fâchait d'être traité comme un imposteur. Pourtant, je ravale ma mauvaise humeur et ma langue et lui délivre mon message comme si je n'avais pas entendu. Elle a honte et ne me dit plus rien. Notre brouille dure 1 semaine, un jour. La pauvre femme me dit en pleurnichant comme une droguée « Cora, je ne peux pas vivre sans les messages que vous m'apportez. Ceux que d'autres me font parvenir n'ont pas l'air de venir de Harry. Les vôtres, si. »
J'ai tellement pitié d'elle que j'ai vraiment du mal à ne pas pleurer aussi. Je ne perds pas la tête et je réponds calmement: Mrs. Kingsland, j'ai été à l'encontre de ma religion et j'ai mis en péril mon âme pour vous faire parvenir ces messages. Si vous avez trouvé d'autres personnes pour vous aider, tant mieux pour moi, et je vais aller me réconcilier avec le ciel dès ce soir. Mais les autres messages ne m'aident pas et je ne demande qu'à vous croire, dit-elle en sanglotant. Seulement, rester toute la nuit sans dormir, en ressassant tout cela, me rend tellement malheureuse. J'en mourrais si vous ne pouvez pas me prouver que c'est vraiment Harry qui vous parle. Je me mets à ranger mes affaires. J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous le prouver, dis-je d'une voix glaciale, en détournant la tête pour l'empêcher de voir les larmes qui roulent sur mes joues. « Oh, Cora, il le faut, sinon je vais mourir !» m'implore-t-elle. Et la pauvre avait l'air de dire vrai. Mais comment puis-je vous le prouver? Malgré toute ma pitié à son égard, j'étais encore froissé par la manière dont elle m'avait parlé, et j'imaginais combien j'allais être heureuse de libérer ma conscience de toute cette histoire le soir même au confessionnal. Elle ouvre de grands yeux et les lève vers moi. J'ai l'impression de voir dans ce regard le spectre de la beauté de sa jeunesse. « Il n'y a qu'un seul moyen, » murmura-t-elle. « Eh bien, qu'est-il » dis-je, toujours offensé. « Il faut que vous lui demandiez de vous répéter la lettre qu'il m'a écrite et n'a pas osé m'envoyer. Alors, je saurai tout de suite si vous êtes vraiment en communication avec lui et, dans ce cas, je ne douterai plus jamais de vous. » Bon, je m'assois et je me mets à rire. « Vous croyez que c'est si facile de parler avec les morts ? Je crois qu'il comprendra que je suis moi aussi en train de mourir. Il aura pitié de moi et fera ce que je lui demande. » Je ne réponds rien et je range mes affaires épars. Cette lettre me semblait une véritable montagne, et le pauvre jeune homme partageait mon avis. « Ah, ça c'est trop difficile, » dit-il, mais il m'assure qu'il va y réfléchir et qu'il fera de son mieux. Je dois revenir le lendemain si je peux. Si seulement j'en savais plus sur elle. C'est sacrément difficile pour un mort d'écrire des lettres d'amour à une femme quand on ne connaît ni l'un ni l'autre, dit-il avec un petit rire fêlé. Je ne peux pas dire le contraire, mais je sais qu'il fera ce qu'il pourra. De plus, je me rends compte que la difficulté d'aiguillonne alors qu'elle me décourage. Le lendemain soir, je me rends de nouveau dans sa chambre. En montant les escaliers, j'ai un pressentiment soudain de ceux qui me prenaient parfois à la gorge. Il fait un froid terrible dans ces escaliers, et je parie que personne n'a allumé un feu chez lui depuis ce matin, me dis-je. Mais ce n'était pas vraiment le froid qui me faisait peur. Je devinais que quelque chose de pire m'attendait. J'ouvre la porte et j'entre en disant aussi joyeusement que je peux: « Bon, je vous ai apporté une demi-bouteille de champagne et un thermos de soupe chaude. Mais pour les mériter,
vous devez me dire... Il est allongé sur son lit et paraît ne pas me voir, malgré ses yeux grands ouverts. Il ne me répond pas quand je lui parle. J'essaie de plaisanter. « Seigneur, dis-je, avez-vous sommeil au point d'être incapable de tourner la tête pour voir le champagne? Cette souillonde n'est donc pas venue s'occuper du poêle? Il fait froid d'outre-tombe dans cette pièce, dis-je, et je m'arrête net en prononçant ces mots. Il est toujours immobile et muet. Je me rends compte que le froid émane de lui et non du poêle éteint. Je prends sa main et je place le miroir fêlé devant sa bouche. Alors, je comprends qu'il est allé voir Saint-Pierre. Je lui ferme les yeux et m'agenouille à côté du lit. « Mon pauvre, je ne vous laisserai pas partir sans une prière, » murmurai-je en sortant mon chapelet. J'ai le cœur plein de tristesse, mais je n'ose pas prier longtemps, car je sais qu'il me faut prévenir les gens de la maison. Je me contente de murmurer une prière pour les morts avant de me remettre sur mes pieds. Mais avant d'appeler quelqu'un, je jette un coup d'œil rapide dans la pièce, car je me dis qu'il est préférable de ne laisser traîner aucune trace de ce qu'il a écrit pour moi. La découverte de la mort du jeune homme m'émeut à tel point que j'oublie complètement la lettre. En fouillant ces quelques livres et papiers, je ne trouve rien concernant les messages de l'au-delà. Puis, je me retourne pour le regarder une dernière fois et lui dédier une pensée. C'est alors que je vois, sur le sol et à moitié sous le lit, une feuille couverte de son écriture incertaine griffonnée au crayon. Je la ramasse et, Sainte Mère, c'est la lettre. Je me dépêche de la cacher dans mon sac avant de me baisser pour embrasser le pauvre jeune homme. Alors seulement, je préviens les gens. Bon, je pleure le pauvre jeune homme comme si c'était mon fils. J'ai une rude journée et m'occupe de tout arranger et d'organiser les funérailles avec la dame qui l'a aidé. Avec tout ce qu'il y a à faire, je ne vais pas pouvoir voir Mrs. Kingsland et ne pense pas à elle, ni ce jour-là, ni le suivant. Le surlendemain, je reçois un message plein d'inquiétude, me demandant ce qui se passe, me disant qu'elle est très malade et que je dois venir très vite, même si j'ai beaucoup à faire. Je ne crois pas plus que ça à cette maladie. J'ai trop côtoyé les riches pour ne pas connaître à fond leurs peurs et leurs histoires. Mais je sais que Mrs. Kingsland brûle de découvrir si j'ai obtenu la lettre. Ma seule chance de conserver mon emprise sur elle est d'avoir la lettre dans mon sac en retournant la voir. Si je perds mon pouvoir, je sais que des mains serviles attendent dans l'ombre le moment de l'abattre. Bon, j'ai tant de mal à copier la lettre que je fais à peine attention à ce qu'elle contient. Je n'y pense que pour me demander si les phrases ne sont pas trop simples et si elle ne doit pas comporter davantage de mots longs, puisqu'elle est adressée par un homme du monde à la dame de son cœur. De fil en aiguille, je ne me sens pas très à l'aise en me présentant chez Mrs. Kingsland. Si jamais j'ai souhaité être débarrassé d'une tâche dangereuse, je peux te dire, ma petite, que c'est en cette occasion. Je monte dans la chambre de la pauvre femme et la trouve au lit, agitée,
les yeux brillants et le visage envahi par les rides que j'ai tant travaillé à effacer. En la voyant, mon cœur se radoucit. Après tout, me dis-je, ces gens-là ne savent pas ce que sont les ennuis véritables, mais ils ont réussi à fabriquer quelque chose qui y ressemble tant que c'est presque aussi difficile à supporter que les vrais. Eh bien, dit-elle fiévreusement, eh bien, Cora, la lettre, m'avez-vous apporté la lettre? Je la sors de mon sac et la lui rends. Puis, je m'assois et attends, la mort dans l'âme. J'attends longtemps, en évitant de la regarder. On ne peut pas dévisager une dame qui lit un message de son bien-aimé, non? J'attends longtemps. Elle doit lire la lettre très lentement, puis la relire. À un moment, elle pousse un soupir à peine perceptible, et elle dit « Oh, Harry, non, non, vous êtes fou !» Ce qui me fait rire tout bas. Ensuite, elle reste silencieuse si longtemps que je finis par tourner la tête et la regarder à la dérobée. Elle est étendue, sa chevelure répandue sur les oreillers, la lettre serrée dans ses mains, et le visage aussi lisse que quand je l'ai connue des années auparavant. Oui, ces quelques mots ont eu plus d'effet que tous mes efforts. « Alors ?» lui demandai-je avec un petit sourire. « Oh, Cora, il m'a enfin parlé, vraiment parlé. » Les larmes roulent sur ses joues rajeunies. Je peux à peine retenir les miennes, tant j'ai le cœur léger. « À présent, madame, vous allez me croire, j'espère. »« J'étais folle d'avoir le moindre doute, Cora. » Elle pose la lettre sur son sein et la glisse dans les dentelles. « Comment avez-vous fait pour vous la procurer, mon ami, ma chérie? Mon Dieu, me dis-je, que faire si elle m'en demande une autre du même genre, et une autre encore? J'attends un peu, puis réponds avec gravité. Ce n'est pas vraiment chose facile de soutirer par la persuasion une lettre comme ça à un mort, madame. Soudain, je m'aperçois en tressaillant que j'ai dit la vérité. Je me la suis bien procurée auprès d'un mort. Non, Cora, je veux bien le croire, mais cette lettre m'est si précieuse qu'elle va me faire vivre des années. Il faut me dire comment je peux vous récompenser. Un siècle n'y suffira pas, me dit-elle. Ces paroles me vont droit au cœur, mais tout d'abord, je ne sais que répondre. C'était vrai, j'avais mis mon âme en péril, et ça, elle ne pouvait pas m'en dédommager. Mais en même temps, j'avais peut-être sauvé la sienne en la sortant des griffes des charlatans. Toute cette affaire me laissait de plus en plus perplexe. Finalement, j'ai une idée qui me tranquillise. Eh bien, madame, avant-hier, j'étais avec un jeune homme à peu près de l'âge de votre Harry. Un pauvre jeune homme malade et couché dans une chambre misérable qui n'avait ni santé ni espérance. Il m'arrivait parfois de lui rendre visite. Tout émue par la pitié, Mrs. Kingsland s'assoit dans son lit. « Oh, Cora, c'est affreux! Pourquoi ne m'en avez-vous pas parlé? Il faut tout de suite lui louer une pièce plus confortable. Est-ce qu'il voit un médecin? A-t-il une infirmière? Vite, donnez-moi mon carnet de chèques. »« Merci, madame, mais il n'a plus besoin d'infirmière ni de médecin. Il est à présent sous terre. » Tout en sachant que j'aurais pu obtenir des sommes colossales, je finis par dire « Tout ce que je voulais vous demander,
C'est un peu d'argent pour faire dire quelques messes pour le repos de son âme, parce qu'il n'y a peut-être personne d'autre pour le faire. J'ai eu du mal à lui faire admettre qu'on pouvait faire dire une infinité de messes pour $100. D'une certaine manière, ça m'a toujours soulagé de ne pas lui en avoir demandé plus ce jour-là. J'ai veillé à ce que le père Devote dise les messes et reçoive une bonne partie de l'argent. Il est ainsi devenu une sorte de complice sans le savoir. Le miroir, une nouvelle d'Edith Wharton, née Newbold Jones le 24 janvier 1862 à New York, dans une famille de la haute société du New Jersey. Elle commence à écrire dès l'âge de 11 ans, mais ne publiera son premier roman qu'à 40. À 23 ans, elle épouse Edward Wharton, un riche oisif névrosé dont elle divorcera en 1913. Sa première nouvelle paraît dans le magazine Scribner's en 1891. Entre Newport, New York et l'Europe, elle mène une vie très mondaine et, en 1902, fait la connaissance d'Henry James, qui deviendra un ami très cher. Sur les conseils de l'écrivain, elle puise son inspiration dans son milieu social et décrit la décadence d'une aristocratie minée par l'apparition d'une nouvelle classe issue du monde des affaires, ignorante des traditions et de la morale qui s'y rattache. En 1921, elle est la première femme à recevoir le prix Pulitzer pour Le Temps de l'innocence, qui sera adapté au cinéma par Martin Scorsese. Auteur d'une centaine de romans, de nouvelles et même d'un livre de jardinage, Edith Wharton meurt le 11 août 1937 à Saint-Brice-sous-Forêt, près de Paris. Elle a laissé une œuvre marquée par la tentative d'analyser l'âme humaine et de comprendre le poids de la société sur les choix moraux. Je vous invite à reprendre une vie normale, et tout dépend ce que l'on appelle une vie normale, et je vous donne rendez-vous à ma prochaine représentation. À bientôt.